monde. On va parler tout d'abord des Maple Leafs de Toronto qui, hier, ont perdu assez spectaculairement une avance de 5-1 contre les Panthers de la Floride. Luc, ça va? Oui? Écoute, Ouais. oui, vas-y. Non, ça va. Bon, ben écoute, t'avais l'air un petit peu découragé là, de cette déconfiture des Maple Leafs hier soir. Moi, j'étais peu surpris, je vais te dire. Les Panthers aussi qui sont excellents dans les remontées de 4 buts récemment, ça a l'air. Bref, on commence avec une question toute simple. Il y a le quatuor de tête là, en attaque chez les Maple Leafs avec Matthews, Tavares, Marner et Nylander. Est-ce qu'il y en a un des quatre qui devrait partir? Et si oui, qui? C'est ça la question avec laquelle on va commencer ce soir. Luc, comme tu as beaucoup d'enthousiasme, ce soir, je vais commencer avec toi pour cette question-là. C'est pas compliqué. Dans un monde idéal, ça devrait être John Tavares. D'ailleurs, je pense que Carl Dobas doit sérieusement regretter d'avoir donné un gros contrat à John Tavares. William Nylander, on en avait parlé il y a quelques années dans la mesure où est-ce que son salaire à 6 millions, est-ce que c'était correct ou non? On sait que ça l'a beaucoup traîné avec les Maple Leafs à l'époque. Oui. Je pense qu'avec le rendement qu'il donne, c'est suffisant. Est-ce qu'un John Tavares amène autant de leadership qui était probablement espéré à Toronto? J'ai des gros doutes et justement, vu qu'on est vraiment coincé au niveau de la masse salariale et qu'il manque de défenseurs et qu'on voit qu'on a peut-être on a peut-être plus de facilité à aller chercher des attaquants pour venir compléter ce qu'on a déjà à l'avant. Moi, ça serait le sacrifice que je ferais, c'est-à-dire de sacrifier John Tavares et aller chercher à la place un défenseur qui a beaucoup d'expérience. Donc, déplacer peut-être le 9 à 10 millions qu'on donne à Tavares annuellement et le déplacer en arrière. À ce moment-là, les Leafs seraient vraiment une grosse menace là, à travers la Ligue nationale de hockey. Absolument, absolument. Les livres, c'est ça qui leur manque depuis des années, évidemment. Puis je me demande aussi, est-ce qu'on n'aurait pas été mieux peut-être de garder un Zach Hyman dans l'équipe qui est très utile, qui joue bien dans les deux sens, comme on dit souvent. Puis là, on parle d'échanger quelqu'un du quatuor. Nicolas, est-ce que tu penses que c'est Tavares, toi, qui devrait partir ou peut-être quelqu'un d'autre de ces quatre-là? En fait, je suis du même avis que Luc. Pour moi aussi, c'est John Tavares. En fait, c'est drôle à dire. Quand il a quitté les Islanders, on a vu que les Islanders, finalement, ça s'est mis à mieux fonctionner. Le côté Ouais. leadership que Luc parlait tantôt, effectivement, ne semble pas avoir l'effet escompté du côté de Tavares. C'est sûr, par contre, avec son contrat d'11 millions par saison pour encore, je pense, 5 saisons, même si c'est un joueur talentueux, ce ne sera pas nécessairement facile, je crois, à échanger. Donc, j'ai l'impression que si un des joueurs a quitté, ça risque d'être peut-être plus une Islander, justement, qui a un contrat quand même intéressant pour ce qu'il apporte. Mais c'est sûr, on dit toujours que c'est important d'avoir une bonne ligne de centre. Et là, on a un Matthews, un Tavares du côté de Toronto. Mais l'équipe, au final, va être bâtie autour de Matthews. Puis c'est ton centre numéro 1. Avoir un deuxième centre à 11 millions, c'est pas donné. Puis il faut aussi prendre en compte que Matthews, son contrat va se terminer avant la fin de celui de Tavares. Donc, éventuellement, si on veut re-signer Matthews, on va être encore plus pris sous le plafond salarial. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est le joueur qui doit quitter. Mais en raison justement de son salaire et peut-être de l'attachement qu'il a envers Toronto, j'ai l'impression que ce ne sera pas celui qui va partir malheureusement pour eux. Non, puis il y a quand même un certain leadership. Là. Je sais qu'avec les Islanders, ils n'ont pas nécessairement eu le succès en série puis tout ça. Mais Tavares, bon, il a quand même été bon dans certaines séries éliminatoires auxquelles il a participé. Évidemment, l'année passée, il a subi la blessure contre le Canadien. Mais c'est quand même un leader dans le vestiaire, il faut le dire. Stéphanie, est-ce que tu penches dans la même direction que Luc et Nicolas? Oui, j'ai tendance à dire que mon choix serait Tavares, mais des fois, quand on fait des choix, on y va un peu par élimination. Je me dis que Matthews ne peut pas partir. C'est impossible. Le gars, il score des buts là, presque à chaque match, donc c'est impossible. Marner, c'est une bougie d'allumage. C'est un type de joueur qui est difficile à trouver. Autant c'est un gars qui a de la grit, mais c'est en même temps un gars qui est capable de marquer des buts, de fabriquer des jeux. Les performances dans les séries éliminatoires pour les deux ont été très moyennes. Le peu de temps qu'ils ont été là ou qu'ils y ont participé. Alors que Nylander, de son côté, là, ça pourrait être le meilleur attaquant des Maple Leafs l'an passé. Mais un peu comme vous, ben, c'est sûr que son contrat est potentiellement plus facile à bouger qu'un gars à 9 millions qu'on va se dire avance plus beaucoup. Ça n'a jamais été sa force, ses pieds à John Tavares. Patché avec son intelligence, son placement, comment il trouve bien les espaces libres, puis pour placer la rondelle pour ses coéquipiers. Là, ben c'est sûr qu'avec le temps, la vitesse de la Ligue nationale est tellement importante que c'est un peu plus difficile. Mais c'est sûr que le choix personnel, sans parler de masse, c'est sûr que ça serait à ce niveau-là.
du leadership, c'est important. On le voit chez le Canadien de Montréal, pourquoi parler de ce manque-là en début de saison comme étant un des facteurs importants. En même temps, le corps des Maple Leafs est là depuis plusieurs années. Puis d'un autre côté, ben c'est sûr qu'avec le contrat de Tavares, on pourrait potentiellement aller chercher 2 joueurs. Donc, aller chercher évidemment un gardien de but, du moins leur ancien gardien fait très bien sur la côte Est, donc des États-Unis. Mais en même temps, il faut renforcer aussi la défensive. Donc, c'est sûr que ce potentiel-là est plus grand avec ce type de contrat-là. Puis, dans les 2 à 3 prochaines années, on s'attend à ce que Nylander et Matthews et Marner continuent à mettre beaucoup de points. Donc, si on est capable d'aller chercher moitié-moitié ou environ, puis d'avoir quelque chose d'un peu plus solide en arrière, bien, c'est sûr qu'on se donne de meilleures chances parce que les séries vont être difficiles dans l'Est. Absolument, absolument. Au moins, on a eu une petite frousse là, hier du côté de Toronto. Kallgren a dû quitter la rencontre, mais Sheldon Keefe a dit après le match qu'il était correct. C'est une blessure mineure dans son cas. Il va revenir bientôt. Julien, tu es le dernier à parler pour ce segment-ci. Est-ce que tu montes dans le même sens que les autres? J'ai le même joueur que tout le monde. Peu d'accord avec tout le monde, ce qu'ils ont dit. Son leadership, tu vois, moi, je me pose des questions. Je sais quand il était parti des Islanders, je me souviens plus c'est quel joueur qui avait dit que, justement, il était très concentré sur ses points et pas tellement sur l'équipe. C'est Andersey, le capitaine actuel des Islanders. Puis depuis qu'il est parti, ça va mieux. Fait que déjà, son leadership, je le remets en question. Deuxièmement, comme dit Stéphanie, ça n'a jamais été sa force, le patin. Puis en vieillissant, ça ira pas en s'améliorant. Donc, il va devenir un spécialiste des mises en jeu, puis peut-être de l'avantage numérique devant le filet. Mais à 10 millions, ça va coûter cher pour un spécialiste pour ses 3-4 dernières années de contrat. Ensuite de ça, effectivement, on aurait pu l'échanger probablement contre un défenseur top 4 puis un gardien de but au 1A comme un genre de Jake Allen, en plus peut-être d'un choix. Et ça nous aurait permis de signer Zach Hyman qui manque. C'est le genre de joueur qui manque. Oui. Des Zach Hyman, des Barclay Goodrow, des Blake Coleman. Ça, c'est exactement ce genre de joueurs-là qui manquent au Maple Leaf pour les séries. Donc, au niveau stratégique, au niveau de la gestion de la masse salariale, puis de bien identifier les besoins de l'équipe, je ne suis pas convaincu que Kyle Dubas a fait les bons choix dans les dernières années. Puis il s'est fait encore couper l'herbe sous le pied. Il s'est fait ridiculiser même à la date limite des transactions avec les gardiens de but. Tu sais, moi, honnêtement, être un joueur de l'équipe puis voir comment ça a été géré la date limite des transactions de mon DG, je fais « Oh, je suis pas sûr que je veux continuer ici. » Donc, c'est tout, plein de questions à se poser. Cela dit, ce qui est positif, c'est que je trouve que Matthews prend des coches d'année en année. Oui, il marque des points, mais il est meilleur. La mise en jeu, il est au-dessus de 55%. Défensivement, il est meilleur aussi. Il va plus faire ses back-checks. Donc, vraiment, je trouve qu'il y a une amélioration globale. Marner aussi, Marner qui est utilisé en désavantage numérique depuis quelques années. Là, c'est quand même un joueur responsable. Donc, il y a une amélioration pour les jeunes actuels. Mais c'est sûr qu'il va y avoir peut-être une restructuration de la masse salariale et des effectifs de l'équipe à faire peut-être dès cet été pour aller à l'autre step finalement là, en série. Absolument. Luc, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, juste pour mettre en perspective, l'an prochain, Morgan Rielly va gagner 2,5 millions sur une masse salariale qui va rester à 81,4 l'an prochain. Et le seul joueur qui a une diminution salariale, si on exclut les joueurs autonomes sans compensation, c'est Kyle Clifford qui va gagner 238 000 de moins que l'an passé. Donc, vous avez 2,5 millions dès le départ qui vont se rajouter sur la masse salariale sans ajouter de joueurs. Mark Giordano va pouvoir venir libérer un 3,3 supplémentaire. Je veux dire, à 4 millions, tu ne vas pas chercher un défenseur qui est capable de compléter une paire de top 4. Là. Pas non. Si tu veux être compétitif. Et en plus, Mikhaïev va demander 2,5 l'an prochain. 2,5. Spezza est à re-signer. Bon, on devrait signer à 750 000 s'il décide de rester à Toronto. Je veux dire, de l'argent, il va falloir que Kyle Dubas s'en invente parce qu'il n'y en a plus. Là. La machine à imprimer, vous avez beau à la faire fonctionner, mais elle ne marche plus à Toronto. Fait que c'est clair que cet été, il y a un des... Si Toronto va garder sa fenêtre ouverte, c'est automatique. Il y a un des gros du top 3 qui sort. Il n'y a pas de choix, sinon Toronto peut dire adieu aux séries l'an prochain. Oui. Puis je rajouterais aussi le nom de Lyubushkin qui est à 1,35 cette année.
Donc, à un moment donné, ça va aussi augmenter dans son cas, Nicolas. Oui, ben puis tu sais, tantôt je parlais de Matthews, comme quoi son contrat va se terminer même avant celui de Tavares. Je suis allé vérifier. Après cette année, il reste seulement 2 saisons au contrat de Matthews. Et par la suite, il est joueur autonome sans compensation. Donc, il va avoir le gros bout du bâton dans ses négociations, pourrait décider de retourner aux États-Unis. Donc, les Maple Leafs ont quand même des grosses décisions, même dans ce dossier-là, à prendre si on est prêt à dépenser encore davantage pour Matthews et par la suite laisser partir un autre membre du quatuor. Mais même là, on n'est pas assuré non plus de garder les services de Matthews là, dans 2 ans. Mais Oui. tu sais, ça revient au point où est-ce que si un joueur, moi c'est dans ma mentalité aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey, si tu veux gagner une Coupe Stanley, tu as 2 choix dans la vie. Tu peux pas voir le beurre et l'argent du beurre. Tu veux l'argent, fine, mais tu n'auras pas le beurre. Je m'excuse, mais on l'a vu dans les dernières années, à l'exception du Lightning depuis 2 ans, qui trouve une façon de contourner la convention collective. D'ailleurs, ça devrait être réglé dans les prochaines années. Mais je veux dire, si on recule avant le Lightning, qui avec Patrice Brisebois, qui trouvait des brèches, il n'y avait pas de gros salariés au-dessus de 10 millions dans une masse salariale d'un joueur qui gagnait plus de 10 millions dans une équipe. Souvent, les joueurs le faisaient. Puis Nathan McKinnon, c'est la bonne attitude qu'il avait opté, lui, au Colorado. Je veux gagner légèrement moins pour donner un peu de marge de manœuvre à mon DG pour être capable d'aller chercher des joueurs pour que je gagne la Coupe Stanley. Fait que la question à Toronto, c'est est-ce qu'on va avoir des joueurs qui veulent gagner des gros salaires ou des joueurs qui veulent gagner la Coupe Stanley? Ça, je pense que c'est une question qui doit se poser sérieusement dans le vestiaire. Matthews pourrait peut-être accepter moins pour retourner à la maison en Arizona. Oh. Je dis ça comme ça. Non, tu veux dire à Houston, hein? Tu veux dire à Houston. Je vois l'inverse, moi. Il faudrait qu'il donne vraiment beaucoup d'argent pour qu'il retourne jouer devant 5000 personnes. Ouais. Non, c'est C'est très représentatif de la géographie locale. Il n'y a rien à part du sable là-bas. Ouais. Dans le line-up et à l'extérieur de l'aréna.